On a développé une solution qui est capable de projeter une plus-value ou une moins-value du marché immobilier où se situe un bien à 7 ans. Notre but, concrètement, parce que ça peut paraître compliqué, c'est de fournir une solution qui va permettre aux professionnels d'apporter un conseil qui va être inédit à son client, à savoir où investir dans une optique de plus-value immobilière. Salut à tous, je suis Yoann Torti, cofondateur d'MP Gestion Privée et j'ai l'immense plaisir de vous présenter Ma Question Préférée, le podcast qui vous aide à vous faire votre propre avis sur le monde de l'investissement. Je suis moi-même gestionnaire de patrimoine et dans ce cadre-là, je suis régulièrement démarché par des sociétés d'investissement qui souhaitent que je commercialise leurs produits. Je vous propose donc de participer à une conversation chaque mercredi entre une société d'investissement et moi-même, lors de laquelle nous allons faire la due diligence. Qu'est-ce que c'est la due diligence ? C'est simplement l'ensemble des vérifications que doit opérer un investisseur avant de conclure un deal. Concrètement, on va poncer le marketing et les éléments de langage de nos invités dans une conversation, un échange sans bullshit et si possible en s'amusant. Je préfère être franc, ce podcast n'a pas pour but de donner du conseil financier personnalisé. En effet, pour donner le meilleur diagnostic patrimonial, je dois connaître l'ensemble de vos symptômes patrimoniaux. Pour ça, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute ou un bon visionnage, selon vos plateformes. Hello, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ma Question Préférée. Donc on va se poser la question aujourd'hui, est-ce qu'on peut déterminer un prix futur dans l'immobilier ? Vous savez, la fameuse boule de cristal où vous avez tous les intervenants immobiliers qui commencent leur analyse en disant « je n'ai pas une boule de cristal », mais aujourd'hui mon invité travaille sur ces sujets-là, comment déterminer le prix futur de votre achat immobilier. Salut Marion Perrier. Bonjour, merci de me recevoir. Je suis ravi de t'avoir parmi nous. Donc déjà, faut dire aux auditeurs, il est quoi, 9h, 9h30, un vendredi matin, jour de grève. Je suis venu à pied, j'ai fait 45 minutes de marche. On va essayer de mettre un peu de dynamisme. Parce que ça, on parlait des commentaires juste avant de commencer. D'ailleurs, ça me permet de faire une transition et de vous dire de vous abonner sur la chaîne YouTube et également sur les plateformes de podcast, donc Apple Podcasts, Spotify et toute autre plateforme. De relayer ça auprès de vos amis, ça permet de donner de la visibilité à la chaîne. Donc voilà, maintenant qu'on a fait tout ce qui est concept de YouTube et pub, on peut directement passer un petit peu à l'épisode. Donc, je te propose de te présenter pour les gens qui ne connaissent pas Marion Perrier et de présenter la boîte pour qui tu bosses, Kik. Alors pour ma part, je viens du secteur du conseil en innovation et en transformation digitale. C'est-à-dire que j'accompagnais les entreprises à développer leur activité à travers des partenariats start-up. Donc c'est-à-dire que j'ai toujours eu un pied dans l'écosystème entrepreneurial. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai rencontré les 2 cofondateurs de l'entreprise dans laquelle je travaille, qui s'appelle Kik, et qui m'ont proposé finalement de rejoindre l'aventure. Et en fait, Kik, c'est quoi ? En fait, c'est une entreprise qui a été fondée en 2018 par Benoît Perrault, qui a un cabinet de conseil en stratégie d'immobilier d'entreprise, et Bertrand Frey, qui lui, pour le coup, est spécialisé en marketing, en digital marketing. D'accord. Donc, ils ont vraiment des compétences complémentaires. Et en fait, initialement, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est spécialisée en gestion de patrimoine immobilier. C'est-à-dire qu'on a un réseau de CGP interne qui gravite sur tout le territoire français. Et en fait, ils sont très vite demandés comment est-ce qu'ils allaient parvenir à se différencier, à améliorer leur processus de vente et surtout à renforcer leur rôle de conseiller sur le terrain. Okay. Accompagner finalement les particuliers à réaliser la meilleure stratégie d'investissement. D'accord. Et là, ils proposent quoi ? De l'immobilier ancien, de l'immobilier neuf qu'on appelle en VFA ? On fait les deux, mais c'est vrai que c'est très porté VFA. D'accord. Donc, vente en état futur d'achèvement, c'est quand vous achetez sur plan. Exactement, ouais. D'accord. Et donc, on travaille beaucoup en allotement avec des promoteurs immobiliers.
Mais très vite, en fait, on s'est rendu compte que le marché était quand même extrêmement concurrentiel. Je pense que tu le sais. Je pense qu'il est sur certains produits, notamment le Pinel, il est un peu cramé que c'est aujourd'hui. Beaucoup de gens ont fait n'importe quoi et ça, faut le reconnaître et faire que la profession fasse un petit peu son mea culpa. Et que, d'ailleurs, je fais souvent de la pub pour cet épisode, mais c'est vrai parce qu'on tacle régulièrement le Pinel. Mais il y a un épisode avec Novalia Patrimoine, que tu connais, Maxime et Léonard, que j'embrasse, avec qui on dit comment trouver les 3-4% d'opérations Pinel intéressantes. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse, à aller le voir. Donc là, effectivement, ils ont développé dans un premier temps cette idée de commercialisation d'actifs d'immobilier résidentiel. Mm-hmm. Voilà. Et par la suite, comment, du coup, on arrive à Kik ? En fait, c'est hyper intéressant ce que je dis parce qu'ils se sont demandé comment proposer des lots de qualité à leurs clients et justement venir chasser à la fois les idées reçues qu'on peut avoir sur, je sais pas, l'immobilier, ça monte toujours quand il y a la création d'un arrêt de TGV dans une ville et comment finalement proposer des produits pertinents et en adéquation avec les besoins et les profils de nos clients. Et donc, en fait, ils ont développé un algorithme, ils ont internalisé des ressources tech, des data scientists, des géostatisticiens. C'est pour ça qu'on parle de PropTech. Exactement. Tu peux définir un petit peu ce terme ? J'ai peut-être pas la définition exacte, mais pour ceux qui connaissent ta définition. pas... En fait, c'est tous les acteurs qui vont contribuer à l'écosystème entrepreneurial, mais spécialisés dans le secteur de l'immobilier. Donc, il y a une grosse dimension technologique. Property en anglais, tech pour technologie. En fait, c'est comme on entend parler de fintech qui, eux, vont essayer de disrupter, j'aime pas ce terme qui est galvaudé, mais qui vont disrupter donc, le monde de la finance. Là, c'est des services immobiliers, que ce soit de la gestion, de la transaction, voilà, certains métiers du monde de l'immobilier. Et donc là, en fait... c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que la semaine dernière, on a vu tout ce qui était un petit peu... On a débattu sur la notion de rendement, parce qu'il y a deux grandes stratégies. C'est celle d'aller dégager du rendement, qui est un petit peu peut-être plus facile pour moi quand tu n'es pas forcément un investisseur aguerri, parce qu'il suffit de voir le rapport de combien tu achètes et tes loyers. Taux de rentabilité. Taux de rentabilité, tu arrives à peu près à savoir... L'autre stratégie qui est celle de la value, c'est-à-dire comment avoir une plus-value à terme, mais tu as des aléas beaucoup plus compliqués à déterminer, et on va en parler dans le podcast. Et après, tu as encore, pour la value, une notion de value add, où là, on va faire des travaux pour augmenter de la valeur, mais simplement sur cette idée de, grosso modo, comment je peux m'assurer de mon prix de vente. C'est ce que vous voulez faire avec Kik, c'est pouvoir dans les... C'est quoi, 5, 6, 7 ans 7 ans, ouais. 7 ans déterminer, pas un prix de revente, mais au moins une fourchette. En fait, voilà, notre proposition de valeur concrètement, c'est quoi ? C'est qu'en fait, on a développé une solution qui est capable de projeter une plus-value ou une moins-value du marché immobilier où se situe un bien à 7 ans. Notre but, concrètement, parce que ça peut paraître compliqué, c'est de fournir une solution qui va permettre aux professionnels d'apporter un conseil qui va être inédit à son client, à savoir où investir dans une optique de plus-value immobilière. D'accord. Donc là, le produit, vous l'adressez uniquement à des professionnels ou des particuliers aussi ? En fait, on fait également du B2C parce qu'on s'est dit que ça allait potentiellement intéresser même monsieur Dupont qui a une maison, une résidence principale et qui veut savoir si finalement à terme il pourrait dans une perspective de revente générer une plus-value. Mais aujourd'hui... Ou s'il veut acheter pour se dire avant de passer chez le notaire, il veut s'assurer que peut-être il pourra la revendre d'ici 5-6 ans. Exactement. Après, c'est vrai que nous, on a volontairement voulu développer notre stratégie sur les professionnels et aujourd'hui, on travaille pas que avec des conseillers en gestion de patrimoine, on travaille aussi avec des agents immobiliers, des notaires, des courtiers et également des promoteurs. Donc, il y a pas mal de cas d'usage qui découlent de l'outil. Donc, effectivement, et concrètement, comment ça se passe pour un particulier ? Il y a un site... Internet, c'est ça ? En fait, on a une web app. Notre modèle économique, c'est un abonnement SaaS. Donc, en fait, on héberge tout le logiciel. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir de compétences techniques. C'est-à-dire qu'un professionnel ou un particulier, il arrive sur la web app, il rentre l'adresse du bien, parce qu'en fait, c'est ça qui nous intéresse.
Et en moins de 1 minute, l'algorithme Tour est en capacité de générer un rapport qui va faire une dizaine de pages et qui va finalement être l'output et la vraie valeur ajoutée de l'outil. D'accord. Donc, il y a une simplicité d'utilisation. Tu as besoin de quoi comme données si un particulier se dit il écoute l'épisode, là, même pendant qu'il nous écoute, il prend son téléphone ou son ordi, il veut du coup il doit télécharger l'app, je suppose. Non, c'est un site internet, c'est kik.ai. Kik.ai, ok. Il a besoin de mettre quoi? L'année de construction de la maison, l'adresse, simplement? La donnée qui va vous être demandée, c'est l'adresse exacte, donc on est vraiment au numéro près du bien, et également la valeur initiale, donc le prix d'achat qu'il en a eu. Après, si toutefois il ne connaît pas la valeur du bien, parce qu'il est dans une perspective d'achat, par exemple, auquel cas on a mis à disposition un outil d'estimation. Et là, il va falloir rentrer les caractéristiques du bien. D'accord, donc dans un premier temps, tu peux faire du coup l'estimation, comme on peut voir sur beaucoup de sites. Oui, exactement. Tu as une estimation et après, tu vas traiter la donnée pour donner on va dire une tranche de prix sur la revente à 7 ans. J'ai pas envie de te mettre en difficulté, mais pourquoi, je sais pas si tu as l'info, mais pourquoi 7 ans et pas à 3 ans ou à 10 ans? Dans la mesure où on a eu quand même 2-3 ans de R&D avant de lancer la commercialisation de l'outil, on a fait des études de marché et en fait on s'est rendu compte que la durée détention moyenne d'un bien en France c'était 7 ans. Après je sais que c'est un peu controversé, parfois on dit 10 ans, mais nous on s'est positionné également sur 7 ans parce qu'on avait un taux de justesse par rapport à nos résultats qui était optimal. D'accord, donc c'était vraiment le point clé que ces temps t'optimisais plus les données sûrement que sur des données trop courtes avec des aléas qui peuvent faire modifier les flux ou sur une durée plus longue. Je me doute, je suis pas statisticien, mais tu vois, ça c'est un mot que j'aurais pas dû prononcer, je l'ai passé, mais voilà. Mais effectivement, plus t'augmentes la durée, je me dis que plus t'augmentes les aléas, donc pour être juste, ça doit être compliqué. Ou pas, ou alors tu peux avoir une autre approche en disant que tu auras tendance à lisser des aléas sur 7 ans, alors que, je sais pas, une économie va être impactée pendant 3-4 ans suite à Ah oui, effectivement, oui, surtout qu'en termes de ce qu'on appelle de signe noir, là, ces derniers temps, entre le Covid et la guerre aux portes de l'Europe, on est pas mal sur ces sujets. Là, on est en plein dedans, et c'est vrai que du coup, je sens que même moi, dans mon approche, quand je parle de l'outil, finalement, la situation actuelle dans le monde m'encourage pas et me met encore plus en difficulté. Donc, le but, c'est vraiment d'aller rassurer les utilisateurs au maximum. Ok, donc on le répète, c'est pas une idée d'avoir une boule de cristal magique qui pourrait prédire l'avenir. C'est vraiment avec des données objectives et on va voir comment vous sourcez et quel type de données vous utilisez. Après, je veux pas non plus te mettre en difficulté. La recette secrète. Voilà. Mais effectivement, c'est ça. C'est se dire comment on peut déterminer un prix de revente, puisque c'est le nerf de la guerre. Quand on est dans une stratégie de value, on a tendance à dire en général que la plus-value se fait à l'entrée. C'est que tu as acheté un truc un peu moins cher, tu as fait des travaux, tu as optimisé. Mais si en plus, on peut se rassurer sur un projet avec la valeur future, c'est intéressant. Donc le vrai sujet, moi ce qui m'intéresse, parce que j'ai vu pas mal de projets un peu tech, que ça soit en fintech, des gens qui veulent tuer ce bon vieux CGP qui prend beaucoup trop de commissions, voilà, et je m'aperçois que c'est des gens qui maîtrisent absolument pas les sujets opérationnels, qui sont souvent des techos ou des techeux, voilà, des gens vraiment du digital. Et vous, comment sont structurés, ça m'intéresse, comment sont structurés les outils et l'équipe? Alors, en fait, on avait un parti pris, c'est qu'on s'est dit qu'on voulait tout internaliser. On a fait une levée de fonds, d'ailleurs, dans cette optique-là, parce que faut bien payer tous les gens qui travaillent en interne. Auprès de qui la levée, vous l'avez faite? On a différents investisseurs, mais notamment on est soutenu par la BPI et par d'autres acteurs du secteur immobilier qui sont notamment une entreprise qui est cotée en bourse. D'accord.
Et donc, c'était une levée de plus de 2 millions d'euros. Et en fait, comment est-ce qu'on a voulu s'organiser ? C'est que on a donc une expertise immobilière qui sont notamment portées par les 2 cofondateurs. On a notre CEO qui est un ancien directeur régional d'un réseau de conseillers en gestion de patrimoine, qui lui connaît le terrain. Et c'est ça qui est important, c'est que souvent on me dit exactement comme toi, nous on a besoin d'avoir des personnes qui comprennent nos enjeux business du quotidien. Donc nous on est vraiment parti d'un pain point, d'un problème terrain pour finalement proposer une solution adaptée. D'accord. Si on rentre un petit peu dans la salle des machines, si je peux dire, les données que vous allez prendre, quelles sont-elles, les données fondamentales pour bien comprendre l'outil ? Déjà, je vais répéter ce que tu as dit tout à l'heure parce que c'est très juste, c'est que on veut vraiment avoir une approche scientifique et rationnelle. Donc pour ça, on est obligé d'aller chercher de la data qui va être fiable, qui va être traitée, qui va être nettoyée. Et donc en fait, on utilise beaucoup l'open data, notamment parce que on a la chance en France d'avoir beaucoup de données accessibles, donc notamment de l'INSEE, DVF, Perval. D'accord, ça, il y a eu de l'open source, c'est relativement récent, non ? La possibilité d'avoir... C'est il y a 10 ans à peu près. Ok. Donc l'objectif quand même, c'est de remonter encore plus loin. Donc on est allé récolter, scraper de la donnée quand on en avait. Maintenant, on n'utilise que de la donnée quand on a l'assurance qu'elle est bonne. D'accord. Et donc tu disais l'INSEE, c'est ça ? Ouais, l'INSEE, ça reste quand même une source fiable, gouvernementale. À part pour l'inflation, ça c'est un autre débat, mais vas-y, continue. Je suis d'accord. Et du coup, en fait, la diversité des données qu'on va agréger, elle est super importante parce qu'il y a tout ce qui est historique des données, il y a tout ce qui va toucher au parc immobilier des zones, tout ce qui va être activité économique d'une zone, flux migratoire, des données attitudinales, donc c'est lié au comportement des populations. Et le plus important, et pour ça on s'appuie sur un partenaire data, ça va être tout ce qui est projet de construction et d'aménagement futur des zones. Ok. Si on regarde un petit peu la macro, tu prends quoi comme élément sur la macro ? Tu vas prendre, je sais pas, le revenu par habitant, des choses comme ça. En fait, tout ce qui pourrait faire sens, soit auprès d'un professionnel ou d'un particulier, pour qu'il ait vraiment une vision d'ensemble de l'environnement du bien. Donc voilà, le revenu moyen, l'évolution du nombre de la de la quantité de population dans la zone. Est-ce que c'est une zone qui attire ou pas ? Est-ce que les gens travaillent dans la ville, hors de la ville ? Quelle est ce qu'on appelle les cités dortoirs. Exactement. Il y en a tellement en France et on s'en rend compte. Est-ce que c'est plus des cadres ou des employés ? Enfin voilà, c'est vraiment extrêmement large comme outil d'analyse. Ok, et là aussi je veux pas te mettre en difficulté, mais c'est une question qui me vient dans la discussion. On entend un petit peu parler de l'évolution de ces flux migratoires du fait de l'effet Covid, notamment des villes, on va dire, du périurbain, ce qu'on appelle le périurbain qui prend. Ça, c'est des trucs statistiquement que vous voyez, ou c'est une pensée un peu, une vision un peu toute faite Non, en fait, il y a des réalités. En fait, ce qui est intéressant, c'est que oui, on a essayé d'automatiser un maximum de données qui valaient être récupérées, mais il y a vraiment une partie d'humain, d'intelligence humaine et une expertise immobilière qu'il faut intégrer au sein de l'algorithme. Typiquement, le Grand Paris, les JO, ça va être tellement spécifique, ou des événements comme ce que tu disais, tout ce qui est exode rural. Et du coup, l'idée, c'est en fait, nos cofondateurs, ils se réunissent très régulièrement. Et en fait, le but, c'est d'aller intégrer à la mano des éléments qui ont un impact sur le marché de l'immobilier. D'accord. Tu vois, le truc où là, c'est compliqué, c'est pour ça qu'on est, pour moi, dans une science qui est absolument pas dure, c'est que tu parlais des Jeux Olympiques. Donc moi, j'ai fait une opération à Saint-Ouen, justement en anticipant la ligne 14, qui a eu 5 ans de retard. Heureusement, elle est là. Ouais. Et là, on vient d'avoir l'annonce des JO qui seront des JO au rabais parce que plus de sous, Covid.
Covid, guerre en Ukraine, c'est très très compliqué à justifier auprès d'une population. Voilà, ça sera les jeux, je crois, les moins chers de ces 30 ou 40 dernières années. Et du coup, il n'y a plus de développement, il n'y a plus de village olympique à Saint-Ouen comme j'avais prévu. Donc, c'est embêtant. Tu vois, bah, je sais pas, après, là, ça a pris énormément de valeur, donc je suis vraiment content. Mais c'est pour dire qu'effectivement, tu as des aléas et que tu peux pas forcément tout maîtriser. Parce qu'on va pas mentir aux auditeurs, c'est que moi, j'ai eu la chance d'essayer l'outil, entre guillemets. Tu as fait justement avec cette opération à Saint-Ouen, tu m'as montré un petit peu comment fonctionne l'outil. Tu me donnais une donnée qui m'avait marqué, c'est notamment en termes d'école. Et je crois que tu m'avais dit le nombre de maternités ou d'hôpitaux publics. Je sais plus, est-ce que ça, tu peux donner un petit peu des éléments pour les auditeurs? Sur la typologie Comment des regarder données. Comme ça, eux, quand ils investissent, bah, ils ont peut-être pas eu l'idée de se dire, bah, effectivement, aller voir le nombre, les services médicaux dans la zone, c'est une idée, voir le nombre d'écoles primaires, le nombre de lycées, voilà. En fait, on n'a pas construit le rapport au doigt mouillé. C'est-à-dire qu'on a fait pas mal de veille concurrentielle parce qu'il y a quand même énormément d'outils d'analyse sur le marché, type Cityscan ou autre, ou Omadata. Enfin, il y a plein de confrères. C'est bien de parler d'eux, c'est faire. Ouais, mais honnêtement, ils font ça très bien et nous, on s'inspire aussi beaucoup de ce qui est fait. En fait, on est également dans une logique de co-construction. C'est-à-dire que comme on travaille beaucoup avec des professionnels qui, eux, travaillent avec des particuliers, ils nous remontent des besoins terrain que nous, on va les intégrer, si possible, au sein du rapport. Donc, c'est vrai qu'on n'a rien n'est laissé au hasard. Typiquement, le fait que très régulièrement, des particuliers demandent s'il y a des étudiants dans une ville, notamment pour des investissements locatifs, parce que ça reste quand même un gage de tension locative élevée. Ils nous ont dit, bah voilà, ça c'est une data qui a du sens pour nous, donc intégrez-la. Et en fait, nous, derrière, on remonte le point aux data scientists qui, eux, vont aller travailler. D'accord, qui vont chercher la donnée. Et par exemple, effectivement, moi, j'avais des... Parce que tu me disais, t'inquiète pas, et c'est le but un petit peu de challenger le produit, que ton boulot, c'était répondre à des objections et que tu en avais souvent, de la part des confrères et des consoeurs. Et moi, il y en a une, effectivement, qui me... Je m'interroge, encore une fois, moi, je suis pas dans la data, c'est absolument pas ma formation et tout. Mais par exemple, quand tu m'avais donné le nombre de services médicaux ou même d'écoles, moi, pour savoir la commune spécifiquement, c'est Saint-Ouen. Tu m'avais dit, c'est bien, il y en a pas mal. Mais moi, je sais par une source de la mairie qu'il y a seulement 40% des petits Odoniens et Odoniennes qui sont scolarisés à Saint-Ouen du fait de la médiocrité, entre guillemets, des écoles. Et que, tu vois, le nombre, est-ce qu'au final, c'est comment tu prends ta donnée, te dire, je dis n'importe quoi, hein, je sais pas, mais ça se trouve dans le 5e arrondissement, tu as un ratio nombre d'écoles par habitant qui est beaucoup plus faible qu'à Saint-Ouen, sauf que tu as Henri IV et Louis le Grand, tu vois. Et que je me dis que dans tout ce qui est stratégie scolaire qu'on connaît par cœur, voilà, en sociologie, où c'est pour ça que c'est les quartiers les plus chers de Paris, parce que les parents peuvent, avec une adresse, donner un très bon lycée à leurs enfants, je me dis que ça va, tant qu'ils ne déménagent pas, ces lycées-là, ça va toujours maintenir le prix vers le haut. T'as beau faire rajouter 15 maternelles et 20 collèges dans le 93, si c'est que que si c'est des trucs où on se tape dessus et que les parents, ils ont absolument pas, dès qu'ils ont un peu de sous, ils mettent leurs enfants dans le privé. Voilà, c'est ça en fait, c'est ta donnée. En fait, voilà, oui, c'est vrai qu'il y a différentes façons de traiter la data. Nous, on va avoir davantage une approche qui va être quantitative. Ça va être une question de nombre de services à disposition des particuliers au sein de la zone. Maintenant, on essaye d'affiner le modèle tous les jours. Et pour rebondir sur ton exemple, qui est celui d'avoir une école prestigieuse, on a rajouté une catégorie dans nos data qui s'appelle points d'intérêt et points de nuisance. Typiquement, une école prestigieuse, ça représente un point d'intérêt important qui peut avoir un impact sur le prix de l'immobilier. Maintenant, notre but, c'est aussi de lutter contre les idées reçues. C'est-à-dire que
on a fait des tests, et c'est ça qui est assez amusant, c'est que en fait, nos cofondateurs, ils avaient des idées ultra prédéfinies sur des zones en disant, ben voilà, je sais pas, à Vendôme, il y a le TGV qui est arrivé, je suis sûre que le prix de l'immobilier a augmenté. Et en fait, on s'est rendu compte que pas du tout. Pareil en Picardie, pareil à Marseille. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller déconstruire avec l'approche scientifique des assurances que plein de gens auraient, et notamment des experts de l'immobilier qui pensent parfois tout savoir. Non, mais c'est très juste ce que tu dis, c'est intéressant. Tu parlais de Marseille, moi, je connais très très mal la ville, mais c'est un truc où tu as tout, donc les vendeurs de clés en main, les bivouacs, les mastéos, Ouais. qui vont là-bas, et parce qu'il y a de la renta, mais je me dis, mais en fait, il n'y a pas de magie. S'il y a de la renta, c'est que le foncier est pas cher. Ouais. Et si le foncier est pas cher, et effectivement, quand tu prends Marseille avec de la data, moi tu me dis la mer, prix de l'immobilier relativement pas cher, donc logiquement plus-value qui devrait avoir lieu à terme. Ouais. Des boîtes qui, j'ai l'impression, commencent à quitter un petit peu Paris, des startups et tout, à arriver. Une volonté, on pense ce qu'on veut de la mairie, mais j'ai l'impression que c'est une ville quand même qui s'est améliorée sur tout ce qui est équipement public et musée. Voilà. Et tu te dis, et pourtant, il monte peut-être, mais c'est le prix de l'immobilier, mais tu vois, et effectivement, moi, il y a des villes comme ça que j'arrive pas à comprendre, donc c'est très juste ce que tu dis, d'avoir vraiment des données scientifiques pour déconstruire un petit peu des schémas de pensée préconçus, et ça, c'est important. Et notamment le Grand Paris, on nous vend le Grand Paris, mais moi, je m'interroge sur... après, c'est de l'ethnocentrisme, et c'est ce qui est très dangereux dans nos métiers, c'est voir, c'est un mot un peu, voilà, mais c'est voir uniquement avec sa grille de lecture personnelle. Tu vois, c'est que je me dis, le Grand Paris, tout le monde nous dit que ça explose. Ouais, il y a des zones, mais objectivement, aujourd'hui, est-ce que ça va pas être les mégalopoles de province qui vont prendre de la valeur, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, je vais te poser une question, c'est assez amusant. Selon toi, entre 2006 et 2022... Je sens que je vais passer pour un idiot, mais vas-y. Non, mais en fait, voilà, on parle 2006 et 2022, ok. Donc en fait, à partir de 2006 à aujourd'hui, selon toi, combien de personnes sur l'ensemble du territoire français, et que dans le résidentiel, sont susceptibles de générer une plus-value s'ils ont fait un achat entre 2006 et 2022, en termes de pourcentage? Si tu me poses la colle, tu sais, c'est toujours les trucs où quand tu poses la question, tu sais que c'est une réponse pas évidente qu'il faut donner. Non, mais de prime abord, comme ça, sans réfléchir, sachant qu'en 2006, tu as quand même des idées de ce qui est passé. Alors, comme étant un bobo citadin qui vit dans les grandes villes et qui a quitté une ville de 35 000 habitants dans les Landes, donc il y a quand même quasiment 20 ans maintenant, je dirais que beaucoup de gens, et en fait, tu vas me dire qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est ça? En fait... Allez, oui, moi, j'aurais dit, objectivement, plus de 50%, et voilà, et si ça se trouve, il y en a 10, quoi. En fait, en l'occurrence, étant donné qu'il y a eu la crise en 2008, oui. Les gens ont tendance à dire que 90% des propriétaires, des acquéreurs qui ont acheté un patrimoine, un actif, ont généré une plus-value. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait que, à échelle, encore une fois, du territoire dans son ensemble, entre 52 et 54% des gens qui ont généré des plus-values. D'accord, ok. C'est une data donc t'étais pas très loin, bravo. Okay. Mais on n'a pas l'habitude d'avoir cette réponse. Non, mais c'est très juste. Et là, c'est pareil, je l'ai déjà cité, mais un copain qui est CGP, Julien Périal, que j'embrasse, me dit toujours, mais que t'imagines, avec l'aide des banques centrales, il y a des communes qui ont fait 3% de plus-value ou 5% de plus-value en 10 ans, alors que l'injection de liquidité y est beaucoup pour les plus-values immobilières. Ça veut dire que c'est des villes qui auraient fait moins 15, quoi, s'il n'y avait pas eu d'intervention des banques centrales. Donc c'est vraiment qu'il n'y a pas de dynamisme, et c'est souvent ces villes qu'on retrouve dans les présentations des vendeurs de rêves sur YouTube et compagnie, exactement, avec des villes de moins de 20 000 habitants, et que tu t'aperçois qu'elle a pris 10%, alors que les taux ont baissé. Et voilà, donc ça, c'est effectivement une donnée.
D'ailleurs, vas-y. en parlant de la BCE, moi, c'est une objection que je traite très, très régulièrement. C'est comment est-ce que vous pouvez prendre en compte l'évolution des taux d'intérêt et des taux d'inflation, par exemple. Pour expliquer un petit peu, c'est que la Banque centrale, en fonction de l'économie, va soit baisser les taux, soit les augmenter. C'est-à-dire que quand l'économie tourne au ralenti, mais on va tendance à baisser les taux pour pouvoir que soit les ménages ou les professionnels puissent consommer à crédit, que ça leur coûte pas cher. Sauf que le problème, on le voit, ça crée de l'inflation. Et pour battre l'inflation, il y a un moment, il faut remonter les taux. Ça veut dire que c'est un signe que l'économie refonctionne. Et ce qui fait que forcément, si on prend le cas de l'immobilier, à revenu équivalent, vous avez un ménage qui, avec des taux faibles, va pouvoir s'acheter un 3 pièces, alors que si on remonte les taux parce que le coût de crédit devient trop important, on va à ce qu'on appelle les désolvabiliser, et donc il y aura moins d'acheteurs sur le marché, et donc ce qui amène forcément moins de demandes, une offre identique, une baisse des prix. Donc quand on dit on remonte les taux, en général, la théorie, on va voir si ça se réalise bientôt, on parle de baisse de prix. Ouais. Voilà, je te laisse finir du coup. Non, mais merci d'avoir expliqué à tout le monde, mais en l'occurrence, tout ça, et finalement, ce qu'on peut en sortir, c'est que ça a un impact sur le marché de l'immobilier. Et du coup, on me demande régulièrement, est-ce que vous prenez ça en compte ? La réponse, c'est non, parce qu'on ne peut pas savoir cette évolution, notamment pour ces facteurs et pour ces fluctuations globales. Donc en fait, ce qu'on s'est dit, et ce qu'on arrive bien à faire, nous, c'est de comprendre tout ce qui touche aux fluctuations locales d'une zone. D'accord. Mais par exemple, pour revenir sur ce point un peu technique, vous pouvez vous dire, objectivement, encore une fois, on ne va jamais vous reprocher de ne pas avoir vu le Covid arriver, de ne pas avoir vu les banques centrales, je pense, de manière beaucoup trop importante, balancer des liquidités comme elles l'ont fait. Ça, c'est un avis personnel. Mais vous pouvez vous dire, aujourd'hui, on va être sur une remontée de taux graduelle. Je ne suis pas un grand économiste, mais voilà, je pense qu'il y a un consensus que c'est impossible d'avoir une remontée de taux trop brutale parce que ça mettrait à mal beaucoup de choses dans l'économie mondiale. Et donc, forcément, il faut remonter le taux de manière graduelle. Donc ça, vous pouvez le faire, non ? Se dire, voilà, on fait une projection avec une remontée de taux régulière, de manière semestrielle ou annuelle. Voilà quoi. On veut pas tomber dans de la spéculation. C'est pas notre souhait. Si on voulait être vraiment exact, il faudrait qu'on ait une multitude de scénarios à présenter à nos clients. Aujourd'hui, on veut pas ça. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait avoir qu'une approche comparative. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'intégralité du territoire sous les yeux. On l'a découpé. Enfin, c'est pas nous qui l'avons découpé, c'est l'INSEE qui a découpé en zone iris l'intégralité du territoire. Donc, pourquoi ils l'ont découpé Zone iris. Voilà, en fait, c'est une zone qui fait environ 500 habitants et qui a été découpée dans une optique de statistiques, de pouvoir justement créer des clusters sur un même territoire. Et en l'occurrence, ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, on allait avoir une approche comparative des zones entre elles. Donc notre algorithme, quand il va aller vous proposer une plus-value immobilière, un taux de valorisation, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir noter la zone de 1 à 5, mais par rapport aux autres zones de France. D'accord. Et donc c'est ça qui va faire qu'on va gommer tout ce qui est fluctuation globale. C'est que si demain, il y a une crise sanitaire, elle va s'abattre sur l'intégralité du territoire. Donc il y aura forcément des zones qui seront moins impactées que d'autres. Donc, d'accord. Oui, on parle de valorisation immobilière, mais si on voit ça d'un autre œil, on peut aussi dire que c'est un moyen de limiter le risque au maximum. Oui. Et surtout, vous, dans votre démarche, c'est qu'il y a une forme d'objectivité, parce que c'est ce que on pourrait croire, c'est que, en fait, vous êtes un petit peu comme tous ces personnes du M&A qui ont du mal à expliquer aux clients que leur boîte vaut bien moins que ce qu'ils pensaient et qu'ils ont peur de perdre le mandat. Que vous, le but, c'est pas d'être un outil à embellir la mariée via un CGP ou un agent IMO qui va dire mais regardez mon produit, il est génial parce que j'ai un outil qui vous dit que c'est génial. C'est objectivement se dire il y a des villes où il y a un risque de moins-value, un risque où il y a des villes avec du plus-value, quoi. Vous n'êtes pas uniquement à
avoir créé un outil voilà, pour faciliter des professionnels à vendre. C'est un truc objectif, quoi. Mais c'est surtout que, en fait, si toutefois il n'y a pas de plus-value dans une zone, il y aura peut-être pour autant un super rendement. Donc voilà, le but, c'est vraiment de s'adapter aux besoins du client, de l'orienter au mieux. Nous, typiquement, on a été la première vitrine de notre outil en interne. Les CGP étaient équipés de l'outil sur le terrain et en rendez-vous client. Et c'était un moyen de proposer des lots de qualité à nos clients. C'est-à-dire qu'avant des rendez-vous, on allait regarder sur l'outil Kik, est-ce que le lot est dans une zone bien. Donc, en fait, on prenait que des lots qui étaient notés au minimum 3 sur 5, donc où il y avait une plus-value qui était minimale, mais pas une dépréciation. D'accord. Donc, même les particuliers peuvent le faire demain. En fait, pour moi, il y a deux visions. Il y a quand vous proposez l'outil à des confrères, des consoeurs ou des agents IMO, c'est que eux, en B2B, peuvent l'utiliser pour trier un petit peu la proposition promoteur, voilà, qu'ils vont faire à leurs clients, pour s'assurer d'avoir des lots de qualité. Et à l'inverse, quand un particulier va sur le site, là, il peut effectivement se dire ça me permet d'avoir une réponse sur le côté voilà, est-ce que j'ai l'espérance d'une bonne revalorisation, ou à l'inverse, est-ce que je peux avoir une dévalorisation ou quelque chose de plutôt stable. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, les clients finaux, ils sont de plus en plus sachants. Ils ont accès à l'information. Donc le but, là, ça va être aussi d'apporter un service additionnel à ces clients parce que de base, ils savent, mais nous, on va leur dire qu'on sait plus. Oui. Et d'une part, parce qu'on a une expertise terrain, et en plus de ça, parce qu'on a accès à un logiciel qui est neutre pour le coup et qui est un partenaire de confiance, quoi. Ouais. La question classique sur les algorithmes, quand tu dis est-ce qu'ils sont, je rebondis sur ce que tu viens de dire, est-ce qu'ils sont si neutres que ça, est-ce qu'il n'y a pas des biais forcément humains. Tu parlais d'aider à déconstruire un petit peu les schémas de pensée. Est-ce que effectivement, quand toi tu mets cette donnée, quand tu vas privilégier une donnée par rapport à une autre, moi par exemple, quand je suis allé dans le 93, ma grille de lecture, c'était l'arrivée du métro à 10 minutes porte à porte des Batignolles, l'un des quartiers les plus chers de Paris, où je suis à 13 000 € du mètre carré et que j'ai l'effondrement, je crois, en France, le plus important du prix au mètre carré sur une distance très courte. C'est-à-dire, c'était 13 000, moi j'ai dû acheter avant travaux peut-être à 3, 3,5. Donc voilà, donc je me suis dit, forcément il y aurait une revale. Sauf que j'ai plein de copains qui me disent t'es fou, les écoles sont catastrophiques. Est-ce que c'est safe? Ça, c'est un débat. Et quand on parle d'idées préconçues, moi je trouve, et ma compagne aussi, beaucoup plus en sécurité à Saint-Ouen qu'à Barbès ou à La Chapelle, dans des quartiers intra à Paris. Voilà. Ça, après, c'est le ressenti de chacun. Voilà, donc comment tu fais un petit peu pour déconstruire la pensée de l'humain qui va créer l'algorithme? Je pense que le but pour nous aujourd'hui, c'est d'être le plus neutre possible malgré tout et de prendre toute la data. En fait, on ne cherche pas une réponse spécifique. Donc, même nous, on est surpris quand on lance l'algorithme et qu'il tourne et qu'on a les résultats. D'accord. Donc, c'est que, oui, c'est nous qui allons choisir la donnée pertinente qui va venir alimenter l'algorithme, mais on ne choisit pas concrètement cette data. En fait, on va choisir la typologie, mais pas les résultats qu'on va aller trouver, quoi. Bien sûr. Et est-ce que vous êtes plusieurs pour éviter que quelqu'un se dise il faut surpondérer, je sais pas, les écoles parce que il est père de famille, il est justement en train de, ou les crèches parce qu'il galère et il se dit c'est inconsciemment, je pense que tu peux peut-être surprivilégier une donnée par rapport à une autre, alors que je sais pas, il est en 2 roues et il s'en fout des transports, alors que voilà, moi qui n'ai pas d'enfant et qui utilise beaucoup les transports, je vais privilégier les transports, quoi. En fait, pour sortir justement de ce modèle-là où on se dit, moi, je pense qu'il faut pondérer plus ça. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est un peu retourné en arrière et on s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé ces 20 dernières années? Et qu'est-ce qui a eu plus d'impact? Quel indicateur, quel facteur a eu plus d'impact qu'un autre sur le marché de l'immobilier? Et notre objectivité, on la tire aussi comme ça, c'est qu'on a fait beaucoup de backtesting. Ça se fait énormément en finance de marché. C'est qu'on s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé avant?
comment est-ce qu'on entraîne notre algorithme par rapport à des réalités antérieures pour pouvoir justement à la fois les appliquer au futur et intégrer des données futures. Comprendre le passé pour déterminer le futur. Ouais, c'est pas que nous, c'est vraiment, ok, il y a 20 ans, et je pense que c'est quand même représentatif. Et de toute façon, l'algorithme, les données, vous les faites évoluer. Par exemple, moi, je pense aux extérieurs dans l'immobilier d'habitation. Je parlais avec des agents immobiliers parce que c'est le grand débat, nous, comment on valorise un extérieur. Il y a des gens qui disent un tiers de la surface habitable. C'est-à-dire, il y a une terrasse qui fait 30 mètres carrés. On va prendre 10 mètres carrés qu'on va rajouter à la surface. D'autres disent la moitié. Et il y a des agents immobiliers qui me disaient que dans des très beaux quartiers, pour peu que tu aies une belle vue sur un monument historique de Paris, que des gens achetaient le mètre carré de la terrasse au prix du mètre carré au prix du mètre carré habitable. Oui. Tu vois que 100 mètres carrés, tu avais 100 mètres carrés de terrasse, ça pouvait te valoir 1 million d'euros si tu avais une vue incroyable, quoi. Et c'est sûr, et en fait on se rend compte que même il y a des zones où on va avoir une facilité à vendre, je sais pas, un T2 alors qu'on va avoir beaucoup de mal à vendre un T6. Enfin, en fait, il y a des réalités en lien avec les caractéristiques du bien. Nous, aujourd'hui, et c'est un de nos axes d'amélioration, et en fait, on travaille activement dessus. C'était ma question, effectivement. Vas-y. C'est de vouloir justement prendre en compte les caractéristiques du bien qu'on intégrerait dans nos résultats de potentiel de valorisation à 7 ans. Aujourd'hui, on ne le fait pas. Pourquoi ? Parce qu'on s'est concentré sur la zone. Parce que la zone, c'est quand même un gage de valorisation qui est extrêmement important, qui est très complexe. Et on s'est dit qu'on allait travailler dessus pour prendre en compte la surface du bien, l'exposition, typiquement, qui a un impact, le fait d'être au premier étage vs au 5e. Donc en fait, on est en train d'affiner le résultat qu'on va trouver. Mais pour ça, il faut qu'on arrive à dégager des règles et des tendances qui soient suffisamment sûres dans les zones pour pouvoir derrière les avancer avec autant d'assurance qu'on a aujourd'hui en disant on a un outil d'aide à la décision. Oui, d'accord. Donc ça, effectivement, c'est important. Donc tu parlais un petit peu de ce que moi j'appelle la partie un peu plus micro, le bien en lui-même. Ouais. C'est savoir, est-ce que tu as une idée de la possibilité de plus-value liée à... Bon, ça, je pense que tu peux le déterminer, à la possibilité d'une surélévation. Il suffit d'analyser les plans locaux d'urbanisme intercommunal, je pense, PLUI maintenant. Voilà, ça, c'est des choses que vous regardez un petit peu. Même la qualité, c'est du bâti, c'est-à-dire, je sais pas, j'ai un bien qui est en bois éco-sourcé, qui va prendre un peu plus de valeur qu'un truc un peu dégueulasse où on a des sujets avec les DPE en ce moment. J'allais en parler. Voilà. Donc, je te lance, vas-y, si tu veux. En fait, en l'occurrence, ce que tu mets en lumière là, à travers ton discours, c'est qu'il y a tellement de diversité et de cas par cas que nous, si on veut réussir à dégager des règles pour entraîner notre modèle, il faut qu'il y en ait un gros volume et qu'on puisse aller les challenger. D'accord. Et typiquement, tout ce qui est propre aux caractéristiques du bien, mais du type réglementaire, parce que en fait, la réglementation aussi et la législation, elle évolue. Donc il faut la regarder aussi. Là, récemment, il y a une loi qui est passée par rapport au DPE, le fait qu'on ne puisse pas louer un bien si justement le diagnostic de performance énergétique est inférieur à temps. Et en l'occurrence, ça, c'est des éléments qu'on doit prendre en compte. Mais nous, aujourd'hui, notre objectivité et notre robustesse, on la tient du passé. Donc comme les législations sont nouvelles, ça serait compliqué que du jour au lendemain intégrer la data. On veut avoir du recul, ne serait-ce qu'un minimum pour pouvoir dégager des tendances. Ouais. Après, tu peux, mais c'est compliqué à le finaliser, c'est de te dire que forcément, aujourd'hui, on est sur des lettres pour les DPE et que le sens de l'histoire, c'est toujours une augmentation de la qualité environnementale de l'immeuble. Donc, la législation, on commence et on revient jamais en arrière, tu vois ce que je veux dire ? C'est comme le plafonnement des loyers. Ouais. Ces zones-là, aujourd'hui, tu as Paris, une partie du 93, tu as Lille, certaines banlieues lilloises, je crois que tu as Lyon, Villeurbanne, tu as Bordeaux qui va commencer peut-être, et Montpellier. J'ai envie de dire,
qu'on trouve ça bien ou pas, c'est un petit peu le sens de l'histoire. Et ça, c'est des choses qu'il faut adapter, que dans des villes où le prix au mètre carré est déjà élevé, que se dire à Nantes ou à Rennes qui a vu son prix au mètre carré augmenter, qu'on n'est pas à l'abri d'une décision de plafonnement de loyer, ce qui aura forcément tendance à baisser le nombre d'investissements, ce qui va faire baisser un petit peu les prix. Donc ça, tu vois, cette tendance, et ma question aussi porte sur la tendance plus que sur la donnée, en fait. Non, ouais, je suis d'accord. Et surtout, en fait, le but, nous, c'est que l'outil soit vraiment évolutif et vivant, que ce soit à travers nous, nos recherches, ou à travers des retours utilisateurs. Mais typiquement, là, on a une seconde version qui est en train de sortir, qu'on est en train de finaliser. Et le premier point qui est arrivé sur la table, c'est, par exemple, le prix au mètre carré des plus petites surfaces, il est plus élevé. Donc forcément, ça, c'est un élément clé sur l'évolution d'une plus-value qu'on est en train d'intégrer progressivement. Maintenant, on a lancé la commercialisation en novembre dernier. Donc c'est vraiment les prémices. Et on est extrêmement confiant sur le fait d'avancer doucement, mais bien, pour aller dans ce sens-là. Ouais, et toutes les objections que toi tu reçois, tu les fais remonter et ça permet de challenger l'outil et de faire progresser l'outil. Et sur la tendance, tu m'avais posé une question et ça m'a, du coup, quand on a fait le test sur Saint-Ouen, tu m'avais parlé du revenu de la commune. Et moi, c'est vraiment en fait la donnée, ok, tu es dans une ville, je pense que tu ne vas pas déterminer à la centaine d'euros près le revenu moyen des habitants de la commune. Tu te dis, simplement à Croix, à côté de Lille, ou à Neuilly, tu peux te dire que les gens ont un certain revenu et qu'à La Courneuve ou à Grigny, le revenu est beaucoup plus faible, tu vois. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est travailler sur la tendance, c'est te dire, est-ce que ma commune dans laquelle je veux investir a perdu X% en revenu moyen par habitant, donc ça veut dire qu'elle se paupérise, ou est-ce qu'à l'inverse, le revenu moyen est en train de croître, ça veut dire qu'elle attire des cadres, des familles, des gens un peu plus aisés qui vont du coup attirer les commerces, les choses comme ça, qui va dynamiser la ville. C'est vraiment la tendance, le revenu brut, pas le revenu brut au sens fiscal, la donnée brute en fait, me paraît moins intéressante. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le rapport qui est généré par l'outil, c'est vraiment la partie émergente de l'iceberg. Il y a plein d'éléments qui sont pris en compte en amont. On ne peut pas tout faire apparaître. Le but, c'est quand même de rester synthétique. En fait, comme on a une approche aussi business, mais dans le bon sens du terme, et pratique, finalement, pour un utilisateur, on s'est dit qu'il fallait être synthétique, qu'il fallait être compréhensible, il fallait le vulgariser aussi un petit peu. Il faut aussi garder des éléments secrets. Typiquement, pourquoi est-ce qu'on achète de la data si cher sur tout ce qui est projet de construction, si demain on la mettait à disposition directement sur les rapports Après, je ne suis pas sûr que le Pékin moyen, même moi, je suis capable de l'analyser et de... Tu peux me donner autant de data que tu veux. S'il y a des choses comme l'augmentation du revenu moyen par habitant, je me doute que c'est une bonne data. À l'inverse, s'il s'effondre, je ne vais pas investir dans la ville. Mais après, effectivement, comme tu disais, tu parlais de Vendôme avec le TGV. Tu vois, je ne suis pas sûr, si tu n'es pas économiste, urbaniste, et que tu as travaillé sur ces sujets véritablement, tu peux... je ne suis pas sûr que donner de la data, forcément, ça communiquer vous pénalise dans le sens où, maintenant, il faut l'exploiter, il faut savoir quoi en faire. Je suis d'accord, mais d'un côté, ça, c'est quand on s'adresse à des particuliers, mais quand on s'adresse à des professionnels, c'est un peu plus vrai. Forcément, en fait, si tu donnes accès à toi, ce que tu achètes très cher, tu perds de la valeur, finalement. Et sans du coup dévoiler ça, dans les grandes lignes, on arrive en fin d'épisode, pour synthétiser un petit peu les accès, c'est-à-dire des gens qui voudraient investir, mettons, on prend un client qui voudrait investir dans une zone, dans une zone qu'il ne connaît pas forcément, où il a lu un article sur le développement d'une certaine zone, avant d'aller donc sur kik.ai, c'est ça ? Quels sont en fait les 5-6, on va dire, critères à regarder en termes macro ? Il y a les projets d'urbanisme, je suppose. Tout ce qui est données socio-économiques,
Ok. Ça a du sens. Tu parlais du revenu moyen, mais comment est-ce qu'évolue la population dans la zone ? Est-ce qu'elle est en croissance ou est-ce que les gens quittent la ville ? Le flux migratoire, ok. Ouais. Des données en lien avec les équipements, parce que ça reste quand même un indicateur qui a de la valeur pour l'évolution du prix au mètre carré. Est-ce que il y a des hôpitaux, des maternités, des maisons de retraite, des écoles, des crèches ? C'est ce qui va rendre une ville dynamique. Et également, ce qui a un impact, je dirais que c'est... ça va être l'évolution de l'accessibilité de la ville. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous donner une ville où l'algo vous a surpris, sans blesser du coup les habitants qui nous écoutent de cette ville, mais une ville où vous dites... dans le bon sens ou dans le mauvais sens du terme ? Les deux. Savoir, une ville où de prime abord, tu t'aurais dit... J'y vais pas forcément parce que j'ai des clichés, on a tous nos schémas mentaux et que l'algorithme a dit en fait finalement avec la data qu'on a traitée pourquoi pas et inversement une ville où tu pensais que c'était peut-être un bon plan et finalement l'algorithme a relativisé tout ça. Du coup, je vais me baser parce que je fais tellement de génération de rapports et que j'ai pas pris des notes. Mais c'est vrai que j'ai été... je pensais qu'en banlieue parisienne, il y allait forcément avoir des plus-values. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y a plein de villes, notamment dans le 91, où en fait, on est en négatif, où il n'y aurait pas de plus-value, alors que pourtant, c'est accessible en transport. Pourtant, c'est à 30-40 minutes de Paris, même pas en voiture, même 30 minutes, que c'est dynamique. Mais en fait, c'est une zone qui va être moins sujet à être prospère que plein d'autres qui sont des futurs Eldorado de la plus-value immobilière. Et dans l'autre sens, on a des très belles surprises au niveau de Tours et de Rennes, par exemple. D'accord. Tu vois, Rennes, tu viens de déconstruire un schéma mental qui était de penser que la plus-value LGV avait déjà été réalisée et que qu'on était, tu vois, alors que je connais très très mal la ville, tu vois, mais j'ai quand même des certitudes. C'est ça qui est fabuleux dans l'immobilier, t'entends des clients, mais c'est notre lot de gens avec des idées préconçues. Voilà, ok. Question qui fâche, ça coûte combien ? Alors, donc pour les particuliers, on a la possibilité de générer un rapport aujourd'hui à 10 €, puisqu'on est encore en offre de lancement jusqu'à la fin du mois. Et après, en fait, comme on se lançait, on a mis moins 50%. Donc, à terme, ça sera 20 € le prix unitaire du rapport. Okay. Et après, pour les professionnels, c'est un abonnement SaaS et ça va être compris entre 5 et 2 € en fonction du volume de quantité requise par mois. D'accord. Le professionnel, tu le factures au nombre de rapports qu'il édite ? Par mois, ouais. En fait, on va lui proposer des packages qui vont de 5 à 200 rapports par mois qui sont cumulables s'ils ne sont pas utilisés. Ok, super. Du coup, pour les consoeurs et les confrères qui nous écoutent, ils te contactent comment ? Écoutez, moi, vous pouvez nous contacter directement depuis le site kik.ai. On me fera le relais, on me passera la balle. Et sinon, on vous donnera mes coordonnées à la rigueur sous la vidéo. Je sais pas comment tu fonctionnes habituellement. Non, mais on peut t'ajouter sur les réseaux sociaux, oui. LinkedIn. Oui, complètement, allez-y, tant mieux. Plus on est fou, plus on rit. Voilà. Ok, t'es sur quoi, LinkedIn ? J'ai vu que tu publiais Facebook aussi. Ouais, j'ai un compte pro Facebook qui s'appelle Marion Perrier, également sur LinkedIn Marion Perrier. Il y en a beaucoup, donc bon courage à accrochez-vous pour me trouver. Exactement, de toute façon, au pire, ajoutez-moi sur LinkedIn et envoyez-moi un message et je vous enverrai vers le compte de Marion. Du coup, fin de podcast, tradition, une petite recommandation, quelque chose que tu as kiffé récemment, mais qui n'a rien à voir avec le monde de l'investissement. Ou de l'IMO. Heureusement que j'ai préparé la question, sinon j'aurais eu la goutte au front. Non, en fait, je suis allée au cinéma récemment voir Illusion perdue. D'accord. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Non. En fait, ils ont recréé une œuvre d'Honoré de Balzac qui s'appelle Illusion perdue. Et le film est juste incroyable. Il a été primé une multitude de fois. Ok, les acteurs, il y a qui ? Il y a Xavier Dolan. Il y a un petit jeune qui est génial. J'ai plus les noms en tête, mais il y a un très beau casting.
Et en fait, le film est à voir. Et je suis pas cinéphile, mais je regarde beaucoup. Et je le recommande 1000 fois. Ok, mais c'est cool. En plus, c'est des films... vu le film, on s'évite un petit peu la cohue de certains cinémas, puisque moi qui habite à Montmartre, j'allais au Pathé Vepler. Ouais. Et il y a certains films où c'était la zone, c'était incroyable. J'ai assisté à des trucs dingues. Pour ma part, ma recommandation va être un compte Instagram qui est Maîtresse Adeline. Donc, c'est peut-être pas, c'est pas original puisqu'elle a plus d'1 million d'abonnés. C'est ma compagne qui m'a fait découvrir ça. Et parce que, comme beaucoup, j'ai tendance à faire des fautes, notamment sur mes posts LinkedIn. Et ça, c'est la honte. Des fautes d'orthographe. Ouais, d'orthographe, ouais. Et d'ailleurs, des gens qui m'envoient des petits messages en mode il y a une coquille là. En fait, pour l'algorithme, il ne faut pas que tu modifies ton post parce que sinon, tu perds tout ton reach. Ouais, voilà, ça, c'est les marketeurs comprendront. Et du coup, c'est une maîtresse qui fait des petits cours, des petites vidéos, des reels, comme on dit. Voilà. Et je ne sais pas si on les a appris à l'école, mais des règles. Voilà, j'en dis une qui m'a fait sourire, et je te pose la colle pour que tu aies l'air bien idiote en cette fin de podcast. C'est j'ai des chaussures orange et bleu. Comment t'accordes orange et bleu ? Orange, je le mets au pluriel, ES, et bleu, BLEUUES. En fait, orange ne s'accorde pas au pluriel parce que c'est un fruit. Donc toutes les couleurs à base de fruits. Et je l'avais complètement oublié. Je suis sûrement appris comme tout le monde en CE2, mais voilà. C'est juste des petits trucs comme ça et qui sont vraiment marrants. Donc je vous conseille ce compte Instagram. Hein, voilà. Parfait. Merci beaucoup Marion. C'était top. Moi, je vous souhaite de passer une bonne semaine. On relance les tournages. Donc on va voir s'il y a une émission ou pas la semaine prochaine. Et je vous embrasse. Portez-vous bien. Salut.